Trisha Meredith était une jeune américaine de 19 ans venant tout juste d'emménager avec son copain dans un appartement. C'était pour elle un nouveau départ dans sa vie d'adulte, mais elle était quand même pas mal angoissée. Notamment par le fait de vivre dans un complexe d'appartements sans réellement connaître ses nouveaux voisins. Sa mère l'avait d'ailleurs énormément rassurée, mais malheureusement peu de temps après, elle va se faire assassiner au sein même de son complexe. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Trisha Meredith, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire qui est quand même assez vieille. On parle d'un cas qui est non élucidé, bien que vous allez voir, on connaît quand même pas mal de choses, dont potentiellement le réel assassin de Trisha. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette histoire. Trisha Kay Meredith est née le 4 décembre 1966 et a grandi aux États-Unis, dans l'état de l'Indiana, dans la ville d'Indianapolis, avec ses parents Terry Meredith et Jackie Hopper Meredith. Elle avait également un petit frère du nom de Brandon qui était bien plus jeune qu'elle. J'ai pas énormément d'informations sur son enfance, par contre, j'ai pu lire qu'elle avait étudié au lycée Ben Davis et qu'à 18 ans, elle avait été diplômée. Elle n'avait par contre pas fait d'études supérieures, et donc dès sa sortie du lycée, elle s'était retrouvée dans le monde du travail. Elle travaillait d'ailleurs dans une épicerie locale et c'est à son travail qu'elle va faire la rencontre d'un certain David Fane, un homme âgé de 21 ans, dont elle va tomber totalement amoureuse. Les deux vont se mettre rapidement en couple et après un an de vie commune, eh bien, ils avaient pris la décision de se marier. Par contre, dès que cette demande de fiançailles a été faite, ils se sont dit qu'ils allaient quand même pas se marier directement après. C'était quand même une grosse étape dans leur vie et ils ont décidé d'y aller petit à petit. Ils ont donc décidé dans un premier temps d'emménager ensemble et ils ont alors loué un appartement dans un complexe à Indianapolis sur la rue Glen Arm Drive dans le bloc 4500. À ce moment-là, nous étions en 1986, Trisha avait 19 ans et elle était totalement comblée. Par contre, il faut savoir que Trisha était une jeune fille qui faisait énormément d'anxiété. Elle était vraiment heureuse de vivre avec son amoureux, mais c'est vrai que cet emménagement lui avait apporté tout de même pas mal de stress. Par exemple, elle appelait souvent sa mère pour lui dire qu'elle n'était pas à l'aise de vivre en appartement et d'avoir des voisins aussi proches, qui étaient des gens qu'elle ne connaissait donc absolument pas et dont elle n'avait pas confiance. Alors c'est sûr qu'elle vivait dans son propre appartement, elle ne vivait pas avec eux, mais elle les croisait au quotidien, elle savait que elle partageait certains murs avec d'autres voisins et elle n'était pas totalement en confiance. Évidemment, sa maman essayait de la rassurer et elle lui avait expliqué que ce genre de situation, eh bien, ça faisait partie de la vie. Toutes les personnes qui emménageaient pour la première fois se retrouvaient dans ce genre de situation avec de nouveaux voisins et elle lui avait alors promis qu'elle finirait par s'y habituer. Mais à présent, on va se plonger dans la journée du lundi 7 avril 1986. À ce moment-là, ça faisait tout pile une semaine que Trisha et David avaient emménagé dans leur appartement. C'était donc vraiment récent et ils étaient encore occupés à déballer leurs affaires et à s'installer. Donc ce lundi-là, le couple avait passé la journée à ouvrir des cartons et à ranger leurs affaires. Et finalement, comme ils étaient bien occupés, eh bien la journée était passée très vite. Au final, vers 18 h ce jour-là, le couple avait décidé qu'il était temps de faire leur toute première lessive sur place. Pour ça, ils avaient donc rassemblé tous leurs vêtements sales et les ont transportés à la buanderie communautaire qui se situait au sud-est de leur bloc d'appartement. Je précise d'ailleurs qu'à 18 h, eh bien, il faisait toujours clair. Et qu'en soi, le soleil devait commencer à se coucher seulement une heure plus tard, c'est-à-dire vers 19 h. Donc, une fois à la buanderie, David et Trisha ont lancé la machine et David, de son côté, a décidé de repartir à l'appartement. Trisha, elle, est restée sur place en attendant que la machine se fasse pour ensuite pouvoir transférer les vêtements dans la sécheuse lorsque la machine serait donc finie. David va expliquer que l'appartement était à 250 mètres de la buanderie
buanderie et donc une fois rentré, il avait décidé d'appeler sa grand-mère, c'était vers 18h15 à peu près, et il a passé un long moment à lui parler. Il lui a d'ailleurs raconté son emménagement et puis après avoir raccroché, il avait fait quelques petites choses qui étaient apparemment sur sa to-do list. Selon lui, tout ça lui a pris à peu près entre 30 et 45 minutes. Pendant ce temps-là, je rappelle bien que Trisha était censée toujours être à la buanderie. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien David va se rendre compte que ça faisait quand même un long moment que Trisha y était et que c'était bizarre qu'elle ne soit pas encore revenue. Il s'était alors dit qu'elle pourrait avoir besoin d'aide pour porter le linge jusqu'à la maison et il était donc retourné à la buanderie, mais bizarrement, une fois sur place, eh bien il va se rendre compte que Trisha n'était plus là. Mais attendez, parce qu'il va également comprendre que quelque chose d'horrible venait de se passer. Il y avait du sang partout sur le sol de la buanderie et évidemment à ce moment-là David avait totalement paniqué et il avait alors décidé de suivre les gouttes de sang en se disant qu'elle les mènerait à Trisha. Les gouttes de sang ne semblaient pas montrer qu'elle était sortie de la buanderie et en fait en les suivant David est arrivé jusqu'à un placard qui se trouvait justement dans cette buanderie. C'est là qu'il a ouvert le placard et qu'il a fait la découverte la plus choquante de toute son existence. À l'intérieur, il y avait retrouvé Trisha allongée dans une grande mare de sang qui s'était formée sous son corps. Suite à ça, David avait alors immédiatement couru à son appartement et avait appelé la police. C'est l'agent Bill Reardon qui avait répondu à l'appel en premier. Il se trouvait à ce moment-là dans sa voiture de patrouille et n'était qu'à 1 km de chez David et Trisha. Il est donc arrivé sur place très rapidement. Pour vous dire, je pense qu'il est arrivé moins d'1 minute après qu'il ait reçu l'appel. Dès qu'il est arrivé dans le complexe d'appartements, qu'il a garé sa voiture, il a vu David courir vers lui avec les mains couvertes de sang. Il était totalement paniqué et l'avait alors emmené directement dans la buanderie. Bill Reardon, l'agent de police, dira d'ailleurs avoir remarqué que la buanderie était très bien éclairée. Il avait ensuite marché vers ce fameux placard et avait retrouvé le corps de Trisha. Il notera à ce moment-là que malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour la sauver, elle était déjà morte. D'autres agents de police avaient alors été appelés sur place et ils avaient rapidement commencé à examiner la scène de crime. Déjà, grâce aux traces de sang et à l'état du lieu, on a pu déterminer que Trisha s'était réellement battue pour sa vie. Elle avait tenté de repousser son agresseur plusieurs fois, mais avait échoué. On a également pu voir qu'à un moment donné, pendant l'attaque, Trisha avait tenté de se faufiler entre deux machines à laver, sans doute pour se protéger, mais malheureusement, on imagine que sa tentative avait échoué. Autre chose, il faut savoir que les vêtements étaient dans le sèche-linge et non pas dans la machine à laver. On pense donc que le crime s'était produit au moins 25 minutes après que Trisha se soit retrouvée seule dans cette buanderie. Alors, pour en savoir encore un peu plus, eh bien, le corps de Trisha a été emmené auprès d'un médecin légiste et lors de son autopsie, il avait été déterminé que Trisha avait été poignardée 24 fois et avait également eu la gorge et l'estomac tranchés, ce qui montre à quel point l'attaque avait été violente. Le légiste a également tenté de trouver le mobile du crime. Alors déjà, il va noter qu'il n'y avait pas de traces réelles d'agression sexuelle sur le corps de Trisha. Par contre, une chose était claire quand même, c'est que ses vêtements avaient été déchirés, voire découpés. Ça prouvait que son agresseur avait sans doute essayé de la déshabiller, peut-être, ou même sûrement, pour l'agresser sexuellement. On pense donc que le mobile du crime serait bien l'agression sexuelle, mais que Trisha s'était débattue, ne se serait pas laissé faire et son agresseur avait donc fini par l'assassiner. Mais donc voilà, grâce à ça et à présent, on avait quand même pas mal d'informations sur ce qu'il s'était passé. À partir de là, dans un second temps, les policiers ont donc essayé de dresser une liste de suspects. Il faut savoir déjà que David, le petit ami de Trisha, était suspecté par les enquêteurs depuis le début. On se rappelle d'ailleurs que lorsque le policier était arrivé sur place, eh bien David avait du sang sur les mains. Mais bon, je vous le dis direct, il avait finalement été disculpé très rapidement. En gros, les enquêteurs lui avaient fait passer le test du polygraphe, donc le détecteur de mensonges, et il avait été révélé qu'il ne semblait pas mentir. De plus, ses relevés téléphoniques prouvaient qu'il avait bel et bien passé un long moment au téléphone avec sa grand-mère au moment de l'attaque, ce qui fait qu'il avait donc un assez bon alibi. De plus, il faut savoir que David avait donné l'autorisation aux policiers de fouiller son appartement et qu'au final,
total, ils n'avaient rien trouvé d'intéressant chez lui. Donc je pense qu'avec ça, en soi, on peut croire que David n'était pas suspect dans cette affaire. Donc suite à ça, eh bien la police avait continué sa recherche de suspects. Les enquêteurs avaient alors fait du porte-à-porte, ils avaient parlé à plusieurs personnes qui vivaient dans le complexe d'appartements, à des personnes qui habitaient un petit peu à côté, et c'est là qu'ils vont comprendre que de nombreuses personnes avaient entendu des cris au moment présumé du meurtre. Par contre, ce qui est un petit peu étrange ici, c'est que chaque voisin a semblé entendre ces cris à des moments légèrement différents. Par exemple, certains voisins ont déclaré avoir entendu les cris vers 18h20 et d'autres vers 18h40. De plus, la police avait interrogé un petit groupe de golfeurs qui jouaient à proximité et ils avaient alors déclaré avoir entendu un long cri de terreur vers 18h30 ce jour-là. Par contre, ce qui est assez fou ici, c'est que les golfeurs diront aux policiers que oui, ils avaient entendu ces cris, mais qu'ils s'étaient pas vraiment inquiétés. Pire encore, ils diront même qu'ils avaient plaisanté entre eux en disant que quelqu'un devait avoir été tué, ce qui est assez dingue parce qu'au final c'était la réalité, quelqu'un était bel et bien en train de se faire assassiner, et d'ailleurs ces golfeurs diront même aux enquêteurs que ce cri qu'ils avaient entendu avait duré 10 bonnes secondes, et 10 secondes c'est quand même longtemps. Mais donc voilà, grâce à tous ces témoignages, on a pu savoir que l'agression avait eu lieu entre 18h20 et 18h40. Pendant cette période, on a entendu quand même pas mal de cris, donc on peut imaginer que l'attaque a eu lieu pendant peut-être 20 minutes. Mais personnellement, ce que je trouve très triste ici, c'est que bien que beaucoup de gens ont entendu des cris, eh bien ils n'ont rien fait. Ils n'avaient pas été voir ce qu'il se passait, ils n'avaient pas appelé la police, et finalement, Trisha avait donc été tuée. Je me dis personnellement que si quelqu'un avait réagi à ces cris, eh bien c'est fort possible que Trisha soit encore en vie aujourd'hui. Mis à part ça, eh bien plusieurs semaines vont passer et de nouveaux événements assez étranges vont sembler arriver. En fait, de nombreuses femmes âgées entre 21 ans et 54 ans, qui vivaient elles aussi dans le complexe d'appartements, ont commencé à recevoir des appels téléphoniques assez inquiétants. À l'autre bout du fil, un homme anonyme semblait vouloir leur faire peur et leur disait qu'il leur ferait la même chose que ce qu'il avait fait à Trisha. La plupart des femmes victimes de ces appels avaient donc été voir la police et avaient expliqué que l'homme au téléphone leur avait très explicitement dit que son but était de les agresser sexuellement. Au final, la police a pu déterminer que cet homme avait passé environ 14 appels. Mais au bout d'un moment, eh bien, plus aucun appel n'a été répertorié et les autorités avaient alors fini par conclure qu'il ne s'agissait sans doute que d'une blague de très mauvais goût. Mais bon, la police a continué son enquête et au final, ils ont réussi à identifier 5 potentiels suspects. Parmi eux, il y en avait d'ailleurs 2 qui étaient bien plus suspects que les autres. Le premier était un homme habitant lui aussi dans le complexe d'appartements et qui avait été vu en train de travailler sur sa voiture garée proche de la buanderie le jour du meurtre. Mais ce qui est assez étrange par rapport à cet homme, c'est son comportement et l'intérêt qu'il a porté à l'enquête par la suite. Par exemple, le soir où la police est arrivée et a découvert le corps de Trisha, cet homme a été vu sur son balcon en train de regarder très attentivement ce qui se passait. Mais ce n'est pas tout, vu que ses proches, sa famille, ses connaissances vont tous affirmer qu'il semblait obsédé par cette affaire. Évidemment, la police trouvait également son comportement étrange et avait donc fini par se procurer son ADN. Il s'était alors rendu compte que bizarrement, son ADN se trouvait justement dans la buanderie, donc là où Trisha avait été assassinée. Après, et très clairement, si on y réfléchit 2 minutes, ça ne veut pas dire grand chose, vu que cet homme, notre suspect, vivait dans ce complexe d'appartements, il allait à la buanderie comme tout le monde pour faire ses lessives, donc c'est normal qu'on ait pu retrouver des traces de lui dans cette pièce. Effectivement, s'il habitait pas là et que son ADN avait été retrouvé sur la scène de crime, ça paraîtrait totalement suspect, mais ici, c'est pas vraiment le cas. Au final, bien que les enquêteurs avaient de vrais doutes sur cet homme, eh bien ils n'ont pas vraiment pu aller plus loin dans leur enquête, puisqu'ils n'avaient pas suffisamment de preuves à son encontre. Ils ont donc tout simplement fini par laisser tomber cette piste. Mais
Parlons à présent de l'autre suspect principal de la police. Il s'agissait ici d'un autre homme du nom de William Reidacker, qui vivait également dans le complexe d'appartements et qui s'était apparemment immiscé dans l'enquête. On va en fait apprendre que le premier jour de l'enquête dans la buanderie, William avait approché l'officier Bill Reardon et lui avait dit qu'il pouvait utiliser son téléphone s'il avait besoin de contacter d'autres policiers. Ce qui est assez dingue ici, c'est que Bill Reardon avait accepté l'offre et avait alors utilisé son téléphone pour appeler et discuter de la scène de crime avec ses collègues. Mais voilà, quelques jours plus tard, la police va recevoir un appel étrange. L'appel venait en fait des collègues de travail de William, donc de notre suspect, et les collègues avaient expliqué aux policiers qu'ils avaient entendu William parler du meurtre de Trisha et dire que c'était lui qui l'avait assassiné. De plus, ses collègues diront qu'ils n'étaient pas forcément étonnés parce que William était un personnage assez étrange et qu'il était souvent agressif envers ses collègues. Suite à ça, les enquêteurs avaient alors obtenu un mandat de perquisition et ils avaient fouillé l'appartement de William. Sur place, ils ont alors découvert que William avait installé un appareil d'enregistrement sur son téléphone et qu'il avait secrètement enregistré les appels entre l'agent Bill Reardon et son collègue le jour du meurtre lorsqu'il lui avait prêté son téléphone. Clairement, c'est très suspect parce que qui ferait ça si on n'a rien à se reprocher dans une affaire de meurtre? Je vois pas pourquoi on élaborerait un plan pour pouvoir avoir plus de détails sur ce fait. Je veux dire, William n'était pas journaliste, c'était juste une personne comme une autre. En plus de ça, toujours chez lui, les policiers vont trouver un couteau de chasse ainsi qu'une chaussure de tennis et un gant en caoutchouc et vont les envoyer dans un laboratoire pour les tester. Il faut également savoir que son ADN avait été retrouvé dans la buanderie, mais encore une fois, ça peut être expliqué par le fait qu'il vivait dans le complexe d'appartements et utilisait donc très souvent cette buanderie. En parallèle, William Reidacker, donc notre suspect, garantissait aux enquêteurs qu'il était totalement innocent. D'ailleurs, il avait déclaré qu'il souhaitait passer le test du polygraphe, donc le détecteur de mensonges, pour pouvoir prouver son innocence. Mais tout de même, c'est un petit peu bizarre parce que en plein milieu de l'affaire, William a décidé de changer de tactique. Il a décidé de ne plus parler aux enquêteurs et il a simplement embauché un avocat. Bon, malheureusement, la police n'a jamais réellement semblé collecter assez de preuves contre William et il n'a donc jamais été arrêté. Au final, l'affaire sur le meurtre de Trisha n'a donc jamais été résolu. Les autorités ont déclaré que quelqu'un devait savoir quelque chose sur le crime parce qu'il faisait jour au moment des faits et que l'homme avait sans aucun doute quitté la buanderie totalement couvert de sang. Les autorités pensent également qu'il est possible que le tueur se soit vanté de son crime auprès d'autres personnes et que ces personnes gardent le silence. Ce serait vraiment une très grosse avancée dans l'enquête si quelqu'un osait parler aux autorités, même anonymement. J'ai l'impression qu'on attend que ça pour que l'affaire puisse vraiment être débloquée, pour qu'elle puisse avancer. Oui, c'est une affaire qui est assez vieille, mais malgré tout, elle peut toujours être élucidée aujourd'hui si seulement quelqu'un décidait de parler. Aujourd'hui, la famille de Trisha espère donc toujours connaître la vérité. D'ailleurs, lorsque Jackie, la mère de Trisha, est décédée, c'est Brandon, son petit frère, qui a repris le relais et qui a continué sa mission. Il a alors tout fait pour faire connaître le meurtre insensé de Trisha au monde entier. Malheureusement, aujourd'hui, Brandon est décédé à l'âge de 38 ans d'une insuffisance cardiaque sans jamais avoir découvert ce qui était donc arrivé à sa grande sœur. Sinon, si vous vous demandez pour ce qui est de David, donc le petit ami de Trisha, il a déclaré qu'il était toujours bouleversé par son meurtre et qu'il lui était toujours très difficile de repenser à cette affaire. Voilà à peu près tout ce qu'on sait sur cette affaire. Je trouve ça dingue. Comme je l'ai dit, ça s'est passé en plein jour. C'est sûr que quelqu'un a dû voir quelque chose. C'est vraiment bête qu'on était en 1986, qu'il n'y avait pas de caméra comme il y a aujourd'hui, parce que s'il y avait eu une seule caméra, ne serait-ce qu'à la buanderie, ce meurtre serait déjà résolu. Voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis comme toujours à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!